Aujourd'hui, nous parlons d'une vérité que beaucoup ne veulent pas entendre. Le whisky est considéré comme un symbole de tradition, d'artisanat et de caractère. Mais que se passe-t-il si une grande partie de ce qui se trouve dans les rayons n'est pas ce que l'on veut nous faire croire? Et si le marketing était plus fort que l'origine? Commençons par le premier nom de cette liste. Top 7. Fireball Cinnamon Whiskey. Fireball est omniprésent. Derrière les bars, dans les soirées, lors des fêtes, la bouteille au dragon est immédiatement reconnaissable. Beaucoup s'en saisissent avec la conviction de boire un whisky américain. Mais c'est précisément là que le problème commence. La base de Fireball est un whisky canadien, importé avant que des arômes de cannelle et des édulcorants ne soient ajoutés. En raison de ces additifs, le produit ne relève plus légalement de la catégorie whisky, mais est classé comme un produit spécialisé. Pourtant, il se trouve dans le rayon des whiskies, porte le même nom et est perçu comme tel. À cela s'ajoute l'incident de 2014, lorsque des produits ont été rappelés dans plusieurs pays européens en raison de taux trop élevés de propylène glycol. On a certes argumenté que la version américaine était en dessous des limites. Pourtant, l'image de marque n'en a pas pâti. Les ventes ont continué de grimper. La question plus vaste est cependant la suivante. Fireball a-t-il habitué toute une génération à une douceur extrême, rendant ainsi le vrai whisky moins accessible? Est-ce une porte d'entrée ou une impasse? Top 6. Basil Hayden's. Basil Hayden's se présente comme une entrée élégante dans le monde du bourbon premium. La bouteille élancée, l'étiquette en papier au design élaboré, les couleurs sobres, tout signale le raffinement et la tradition. Le nom fait référence à Meredith Basil Hayden Sr., un fermier du XVIIIe siècle qui aurait popularisé un mash bill riche en seigle. Le prix se situe dans le segment premium. Pourtant, le cœur de ce bourbon ne vieillit que 4 ans. À titre de comparaison, d'autres embouteillages de la même gamme de la même maison vieillissent nettement plus longtemps en fût, parfois 7, 9 ou même plus d'années, et sont mis en bouteille avec un degré d'alcool plus élevé. Basil Hayden's, en revanche, est mis en bouteille à 80 proof, le minimum légal pour le bourbon. Moins de temps de maturation signifie des coûts de production réduits. Un degré d'alcool plus bas signifie moins d'intensité gustative. Et pourtant, le prix reste à un niveau premium. À cela s'ajoute que la marque fait aujourd'hui partie d'un groupe mondial. L'image d'un héritage régional s'oppose à un portefeuille géré à l'échelle internationale. La question n'est donc pas de savoir si le produit est buvable. La question est, paie-t-on ici pour le contenu ou pour le design de la bouteille? Top 5. Pendleton Whiskey. Un regard sur la bouteille suffit pour comprendre quelle histoire est racontée ici. Le motif du rodéo, le nom, la symbolique, tout évoque des images de grands espaces, de liberté et de tradition. L'identité visuelle est claire, authentique, enracinée, terre à terre. Pourtant, le whisky à l'intérieur provient du Canada. Il y est produit, importé, puis simplement mis en bouteille. Cette information figure certes en petits caractères, mais elle n'est pas au cœur du message de la marque. L'événement proprement dit, dont le nom est utilisé, ne participe aucunement à la production. Il s'agit d'un accord de licence. Une identité culturelle forte est utilisée pour donner un caractère régional à un produit importé. Au niveau du goût, le produit offre ce que beaucoup de blends canadiens offrent. Douceur suave, légère note de vanille, finale courte sans grande profondeur. Discret, lisse, peu complexe. La symbolique sur l'étiquette est puissante, mais reflète-t-elle vraiment l'origine du contenu? Ou bien le consommateur comble-t-il lui-même les vides avec une histoire qui n'a jamais existé ainsi? Top 4. Jack Daniel's Tennessee Honey. Jack Daniel's est l'une des marques de whisky les plus connues au monde. L'histoire de la distillerie, le filtrage au charbon de bois, la longue tradition, tout cela est réel et a instauré une confiance au fil des décennies. C'est précisément cette confiance qui devient décisive pour le Tennessee Honey.
Légalement, il ne s'agit pas de whisky. Par l'ajout de liqueurs de miel et d'édulcorants, le produit sort de la définition légale du whisky et est classé comme un produit spécialisé. Pourtant, il se trouve sur le même rayon, porte le même nom de marque et est tarifé comme un whisky. Beaucoup d'acheteurs partent du principe qu'ils acquièrent un distillat classique, simplement avec une note de miel. Mais techniquement parlant, ils achètent un mélange délibérément conçu pour attirer les personnes pour qui le whisky pur semble trop intense. Au lieu de rendre le whisky plus accessible, on a créé autre chose, sous le même nom. Qu'est-ce que cela signifie pour quelqu'un qui choisit cette bouteille comme premier contact avec la marque? En retire-t-on une impression authentique ou une image déformée de ce que le nom représentait à l'origine? Top 3. Seagram's 7 Crown. Le Seagram's 7 Crown est un incontournable de nombreux bars depuis des décennies. Le célèbre 7 and 7 est devenu un symbole de plaisir sans complications. Une marque profondément ancrée dans la culture de la boisson. Mais peu de gens savent ce que la définition légale du Blended American Whiskey autorise réellement. Selon la réglementation, un tel mélange ne doit contenir que 20% de straight whisky. Les 80% restants peuvent être de l'alcool neutre, essentiellement un alcool de grain presque sans goût, complété par des colorants et des arômes. Cela signifie que la part de whisky authentique et vieilli exigée par la loi n'est que d'un 5e. Le reste est du remplissage. La marque n'existe plus aujourd'hui en tant qu'institution historique indépendante. Après plusieurs ventes d'entreprises, le nom et les droits ont changé de main à plusieurs reprises. Ce qui reste, c'est avant tout la notoriété du nom. Beaucoup se tournent vers la bouteille par habitude, sans savoir à quel point une faible partie du produit réel est véritablement du whisky. La question cruciale est donc la suivante. Boit-on ici un produit de tradition ou seulement l'écho d'un nom qui a perdu sa substance originelle depuis longtemps? Top 2. Templeton Rye. En 2015, Templeton Rye a payé 7,75 millions de dollars pour régler un recours collectif. L'accusation? L'histoire centrale des origines de la marque était trompeuse. Pendant des années, on a prétendu que le whisky reposait sur une recette de l'époque de la Prohibition, élaborée dans une petite ville, et même prétendument appréciée par une figure historique notoire de cette période. Le récit d'une production secrète, de traditions locales et d'histoires interdites était puissant et extrêmement efficace. En réalité, le whisky provenait d'une grande distillerie industrielle de l'Indiana. Une recette de seigle standardisée, sans lien documenté avec la petite ville promue ou avec l'histoire romancée de la Prohibition. L'examen réglementaire des étiquettes ne vérifie pas les récits historiques. Et c'est précisément ce qui a permis d'établir une histoire comme identité de marque, laquelle a été contestée juridiquement par la suite. De nombreux consommateurs ont payé un prix premium pour un produit disponible de manière identique ou très similaire, sous d'autres labels plus transparents. Après l'accord, la marque a investi dans sa propre distillerie et a adapté sa communication. Mais une question centrale demeure. Combien valait le whisky et combien valait l'histoire qui l'entourait? Top 1. Whistle Pig. 10 Year. Lorsque Whistle Pig a été lancé en 2010, la marque incarnait apparemment tout ce que l'on pouvait attendre de l'artisanat moderne. Une vaste ferme, une identité claire autour du whisky de seigle et un maître distillateur expérimenté à sa tête. L'histoire était convaincante. Le prix reflétait cette image. L'embouteillage de 10 ans a été positionné dans le segment premium et rapidement perçu comme une référence pour le rye de haute qualité. Cependant, ce qui n'a guère été abordé dans la communication initiale de la marque, le whisky provenait entièrement du Canada. Il était importé et commercialisé sous l'identité d'une ferme artisanale. La ferme existait, la marque existait, mais le lien entre le lieu et le contenu n'était pas celui que beaucoup avaient compris. Ce n'est que grâce à des recherches externes que l'origine a été plus largement connue. Entre-temps,
L'entreprise dispose de sa propre distillerie et produit elle-même une partie de sa gamme. L'embouteillage phare de 10 ans, cependant, repose toujours sur du seigle importé. La question cruciale est donc la suivante. Paie-t-on ici pour une qualité exceptionnelle ou pour la force d'une identité de marque parfaitement construite? Si ces informations vous ont surpris, partagez cette vidéo avec des personnes qui veulent aussi savoir plus précisément ce qui atterrit réellement dans leur verre. Un j'aime et un abonnement aident à apporter de la transparence dans un secteur qui vit fortement de récits. Restez informés et décidez consciemment. Souhaitez-vous que j'analyse et optimise maintenant la structure pour que cette vidéo soit encore plus performante?